Ces grandes plateformes qui utilisent des contenus sans rémunérer forcément les médias qui sont derrière, c'est quand même très problématique. Et c'est pour ça qu'on parle de droits voisins. C'est les droits qui sont attachés aux droits d'auteur. C'est une menace en fait pour le métier de journalisme. Et puis parce qu'on touche aussi à la question du journalisme d'intérêt public. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je suis aujourd'hui avec Charlotte Clavrol, directrice exécutive du Fonds pour la presse libre. Charlotte, bonjour. Bonjour François. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, je ne connaissais pas encore il y a quelques jours, donc je pense qu'on va parler peut-être d'un déficit de communication ou tout ce qu'on peut faire, et peut-être que cet épisode participera à faire connaître un peu ce fonds pour la presse libre. Alors, pour ceux qui, comme moi il y a quelques jours, ne connaissaient pas, le Fonds pour une presse libre, c'est un organisme. Alors, ça vient du site, donc là, je cite justement ce que j'ai trouvé sur le site. Un organisme à but non lucratif ayant pour objet de défendre la liberté de l'information, le pluralisme de la presse et l'indépendance du journalisme, contribuer à la protection du droit de savoir et de la liberté de dire à l'heure de la révolution numérique, promouvoir un journalisme d'intérêt public portant des valeurs humanistes au service du bien commun et de l'égalité des droits, du rejet des discriminations et du refus des injustices. C'est tout à fait ça. et vaste programme. Oui. Très vaste programme. Alors, pour la petite histoire, ça a été créé à l'initiative des cofondateurs de Mediapart. Oui, c'est bien ça. Mais c'est pas lié à Mediapart. Je préfère tout de suite poser la question. C'est très bien dit, c'est exactement ça. Le Fonds pour une presse libre donc, a été en effet créé sur la volonté des cofondateurs de Mediapart, mais également de l'équipe salariée de Mediapart. D'accord, c'est important de le souligner. C'est important de le souligner en effet. Ouais. Ça a été créé fin 2019. D'accord. Moi, je suis arrivée en poste en mars 2020 et les activités ont réellement démarré, on va dire, deuxième partie de 2020. Donc, ça fait un petit peu plus d'un an et demi qu'on développe nos actions. D'accord. Donc, toi, ça va faire 2 ans que tu es là. Alors, pour situer, tu viens pas du tout des médias. Pas du tout. C'est donc plutôt, tu as travaillé aux Nations Unies et dans des ONG spécialisées dans les droits des migrants, mais comme tu me le disais un peu avant l'épisode, toi, ton truc, c'est quand même, globalement, c'est les droits de l'homme, c'est un peu ton sujet. Oui, c'est vraiment ce qui me guide depuis que je suis rentrée dans le monde du travail, mais même dans le cadre de mes études. J'ai vraiment axé... mon projet professionnel sur les libertés fondamentales, les libertés publiques, que ce soit dans différents domaines. Je m'étais spécialisée sur les droits des migrants, mais en effet, mes dernières fonctions chez le Défenseur des droits en tant que conseillère m'ont permis d'élargir le spectre et en entrant au Fonds pour une presse libre, j'ai continué en fait dans cette voie-là avec la défense de l'accès des citoyens au droit de savoir et l'accès à une liberté publique qui est le droit de savoir, le droit de chaque citoyen d'accéder à une information de qualité. De qualité. Et cette qualité, c'est important parce que je crois que ça... De qualité parce que ça contribue aussi à notre démocratie. Ouais, c'est clair. Et alors, avant qu'on parle vraiment bien du Fonds pour la presse libre... c'est vrai que toi, le fait que ça t'handicape pas, le fait que t'aies pas un parcours dans les médias, que t'arrives là-dedans, t'es à l'aise. Alors tu me disais que c'est passionnant, t'apprends plein de choses, etc. Tu sais pourquoi ils t'ont choisi toi? Alors, c'est pas un mauvais choix, hein. Attention, c'est pas une question piège ou quoi que ce soit, mais ça peut paraître étonnant de l'extérieur, comme tu viens pas du monde des médias. Oui, alors c'est vrai que je viens pas du tout du monde des médias, donc moi, depuis 1 an et demi, je découvre ce milieu qui est très enrichissant, intéressant. Il y a une multitude de médias indépendants en France, que ce soit au niveau national, local. C'est aussi un milieu compliqué.
difficile par les différentes relations et compte tenu du contexte actuel. Donc, on va certainement en parler de la concentration des médias et en plus, à l'aune des élections présidentielles, ça joue quand même il y a quand même un réel enjeu. Pourquoi j'ai été choisie pour travailler pour le fonds, je pense peut-être aussi c'est parce que j'avais un regard extérieur et que j'étais pas du tout baignée en fait dans ce milieu, donc j'arrive avec un regard un peu neuf ou en tout cas peut-être objectif, je sais pas si c'est le mot, mais avec quelque chose de peut-être de moins pollué que les gens qui évoluent moins formaté, voilà, exactement. J'aime bien l'idée de l'œil neuf, effectivement, puisque tu connais quand même ces sujets. Très clair. Donc, ça fait 2 ans et quelques que c'est lancé. Tu disais fin 2019, c'est ça ? Comment il s'est créé ? Donc, on a dit qui l'a créé, mais comment il s'est créé ? Tu connais un peu la genèse ? Oui, alors en effet, c'est donc le Fonds pour une presse libre. C'est un fonds de dotation. Donc, c'est une structure juridique, une structure à but non lucratif qui est né d'une loi de 2008 sur la modernisation de l'économie. C'est un fonctionnement assez souple dans le sens où ça se situe en fait entre la fondation de mission d'intérêt général et une association. C'est le même type de structure que Libération, si je ne m'abuse. J'avais eu Denis Oliven à ce micro. Exactement, et la même structure que Le Monde, qui a été créé, le fonds de dotation qui a été créé par Xavier Niel dans le cadre du Monde. La toute petite différence, c'est que le Fonds pour une presse libre est le premier fonds de dotation en France qui a été reconnu mission d'intérêt général pour justement cette mission d'intérêt général de défendre le pluralisme de la presse et la liberté de l'information. On est le premier et c'est vraiment une innovation en France. Les fonds de dotation de Libé et du Monde sont arrivés après. Et non pas ce libellé de mission d'intérêt général ? Ou s'ils l'ont aussi ? Alors, ils l'ont, il me semble. Nous, c'est vrai que mais nous, ça a été le premier. Alors, ça a mis du temps parce qu'il y a eu pas mal de discussions avec Bercy. On a obtenu un rescrit fiscal, justement parce que les dons qui sont faits au fond bénéficient de la déduction fiscale, mais on en parlera ce qui après. Est important. Mais voilà. Mais ce qui est important, à mon sens, c'est que la défense du pluralisme de la presse et de l'indépendance de l'information est considérée comme une mission d'intérêt public. Ouais. C'est bien que ce soit reconnu. Ah bah c'est très très bien. c'est déjà ça. Donc le Fonds de la presse libre, vous soutenez donc notamment des médias indépendants. Ça, on a compris. En 2021, vous avez aidé des médias d'investigation comme Disclose, Le Poulpe, Le Ravi, un autre média qui fait des enquêtes narratives, Radio Parleur. Quelles sont les autres missions du fonds et quel type d'action ? C'est pas uniquement une aide financière avec des appels à projets ? Non. Alors, on a démarré en effet nos activités, donc comme je te le disais tout à l'heure, fin 2020, et on a lancé notre premier appel à projet. Donc, les appels à projets se situent dans le cadre de notre, on va dire, soutien financier aux médias indépendants. À l'heure actuelle, à notre actif, on a 7 lauréats. Donc, il y a eu aussi Orient 21, Getty News. Nous avons également Revue Far West. Donc ça, ce sont les aides financières en tant qu'on va dire outils financiers pour consolider ce système, cet écosystème de la presse indépendante. On se veut aussi un acteur pour intervenir dans le débat public. Dans le sens où, par exemple, là, quand on a lancé notre campagne de financement participatif fin de l'année, on s'est rendu compte au moment du lancement qu'il y avait une telle dynamique que les messages qu'on recevait nous disaient mais en fait on n'en peut plus de ce système de concentration de médias, du traitement de l'information. Il faut qu'on ait une presse indépendante, il faut des structures comme vous qui défendent ce système-là. Et donc, on a initié l'appel des indépendants. C'est un appel des indépendants pour montrer la richesse en fait de cette presse indépendante et en même temps des difficultés qu'elle rencontre. Au début, on a eu 45 signataires et on a fini 2 semaines après à 93 signataires, 93 médias indépendants. Donc, on a voulu vraiment intervenir dans le débat public et on souhaite également développer, alors peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler après, mais développer une mission de conseil, d'accompagnement auprès des médias indépendants, mais pas de soutien financier,
ou d'accompagnement juste financier. De boîtes à outils ou boîtes à outils. Très en amont sur qu'est-ce qui vous attend en fait comme phase dans votre développement et comment... Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'on s'est, en échangeant beaucoup avec les médias indépendants, oui, il y a cette question financière, mais il y a également un besoin de conseils, d'accompagnement, de renforcement un peu de capacité et d'échanger en fait avec nous, l'expertise qu'on a au sein du fonds, dans les différents comités que nous avons. Et c'est ça, on veut vraiment aller développer aussi cette mission d'accompagnement auprès de cet écosystème de la presse indépendante. Qui, on va y revenir, et qui est pro bono, qui est gratuite en tout cas. Évidemment, puisque le fonds de dotation est une structure à but non lucratif. Oui, mais tu pourrais faire payer, que ce soit pour des frais de fonctionnement. Non, là, ça fait partie. Et c'est réservé aux signataires, aux membres, ou tout média indépendant peut vous contacter en disant j'ai besoin d'un peu de mission et vous sélectionnez. Tout média indépendant peut nous contacter. Après, comme je le disais, on est, en fait, moi je suis la seule salariée dans le fonds. Le reste des membres du fonds sont bénévoles. Donc, ils ont quand même une activité professionnelle à côté, une activité dans le domaine principalement de la presse et des médias. Donc, c'est une question de disponibilité. Mais on a vraiment envie de développer ce volet-là, en fait, de la compétence du fonds. Ok, donc j'ai plein de questions, évidemment. On revient d'abord sur peut-être avant de parler justement des appels à projets, du type de financement que vous apportez, tu t'as parlé d'une campagne de financement participatif, comment vous êtes financé? C'est transparence la structure financière, votre dotation et les fonds, etc. Tout ça, oui, tu peux en parler? Bien sûr, de toute façon, tout est transparent. Moi, j'imagine. Quiconque. J'imagine que le contraire aurait été étonnant. Mais... Vu la mission qu'on exerce, on se veut d'être transparent et de toute façon, ça fait partie de notre charte éthique et puis c'est conforme en fait à notre mission. C'est quoi le budget du fonds pour la partie? Alors, pour le coup, nous ne pouvons pas recevoir de fonds publics. Un fonds de dotation ne peut pas recevoir de fonds publics, donc on fonctionne que par des fonds privés. Fonds privés veut dire des dons de particuliers, ça peut être des fondations, ça peut être des entreprises. Depuis qu'on a commencé, on a principalement en fait des dons de particuliers. À ce jour, nous avons eu avec notre campagne de financement participatif un peu plus de 2000 donateurs. Ouais. Et notre budget tourne autour, en gros, de 300 000 € par an, à peu près. Voilà. Mais en effet, pas de fonds publics. Donc, c'est un challenge. Mais à la fois, c'est de l'indépendance. Mais il ne faudrait pas non plus que ce soit remplacé par des fondations. Tu vois, il pourrait y avoir un truc assez paradoxal de se dire vous êtes financé par des fondations qui, derrière, les fondations peuvent être des grosses boîtes que vous non pas combattez en par ailleurs, mais c'est beaucoup plus sain en tout cas que ce soit des particuliers qui donnent via des campagnes. Bien sûr, et puis de toute façon... Vous avez posé cette question justement, est-ce que vous allez démarcher les fondations? Alors, on s'est posé cette question, on n'y est pas encore allé, ou en tout cas si on est allé voir certaines fondations, c'était des fondations qui répondaient à notre éthique, à notre mission. La grande majorité des donateurs sont des donateurs privés, donc des particuliers comme toi, comme moi. Il y a des gens qui donnent 5 €, il y a des gens qui donnent 5 000 €, il y a des gens qui font des dons mensuels, d'autres des dons, comme on dit, one shot. Donc voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas, quand bien même on aurait une fondation qui viendrait nous voir pour nous faire un don, pour nous soutenir, si cette fondation exerce des actions qui ne correspondent pas à nos valeurs et nos missions, on a tout à fait le droit de refuser. Et pour le coup, on se doit de le refuser. Au sein du conseil d'administration, on en parle. Et pour le coup, c'est jamais arrivé. Bon, donc il n'y a aucun problème. Pour le moment, il n'y a pas de sujet. Donc c'est cette campagne, donc vous dépendez donc, grosso modo de cette campagne. Donc les gens peuvent donner soit chez J'aime l'info, soit chez vous. Alors, non, on peut pas, on n'est pas sur J'aime l'info, parce qu'on n'est pas un média. On est donc un fonds de dotation. Donc, les gens peuvent faire un don via notre site internet. On a un compte chez Hello Asso. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Hello Asso. Et, donc, voilà. Et puis, c'est pour le coup un organisme qui ne prend aucune commission, en tout cas. Donc, voilà. Et puis après, il y a des donateurs qui font directement des dons au fonds et qui me contactent directement. Et voilà, je suis la petite main et j'envoie le RIB, j'envoie... Enfin, bon. Voilà. Directrice exécutive
exécutive, mais comme on l'a dit, tu es la seule salariée, donc tu fais vraiment tout là-bas, quoi. Exactement. Et du coup, on a voulu lancer cette année une campagne de financement. Alors, on n'a même pas utilisé le mot participatif, on a utilisé le mot citoyen, de financement citoyen, sur la plateforme KissKissBankBank. Alors, c'est vrai qu'on a eu des retours, on nous a dit oui, KissKissBankBank, c'est quand même... Voilà, une plateforme qui n'est pas forcément... ça va. Mais voilà, c'est ça nous... va, Oui, mais tout à fait. Et puis, voilà, c'est détenu par la Poste, il n'y a pas d'évasion fiscale. Enfin, non, donc voilà, ça répondait. Mais bon, c'est vrai que vous avez des gens qui sont un peu des hardcore de... Oui, mais bien sûr. Et pour le coup, on s'était fixé 100 000 euros de premier objectif et on a atteint plus de 160 000 euros. Donc, super. On était très contents. Et c'est surtout que les 100 000 euros ont été atteints en un petit peu moins de 3 semaines, en 2 semaines, je crois. Donc, la dynamique a été très, très forte dès le début. Et tu récupères le fichier email des donateurs, tu peux les recontacter derrière? Tout à fait. Oui, tout à fait. Ils reçoivent de toute façon nos newsletters après. Et c'est vrai qu'ils sont contents parce que nous, on s'est engagés justement à utiliser le montant de la collecte sur KissKissBankBank pour notre 3e appel à projet. Donc voilà, c'est un engagement. En général, les campagnes de financement participatif, il y a des contreparties. Nous, c'était pas de la contrepartie, mais le fonds a pris des engagements. Il n'y avait pas de produit, il n'y avait pas de vente de mugs. Oui, bien sûr. Souvent tu as des numéros gratuits. Oui, mais nous, vous n'avez rien à donner, en fait. Non, en fait, nous, ça faisait aucun sens d'aller faire ça. On n'allait pas aller faire très clairement. Mais en revanche, c'était une campagne d'engagement. Et les gens, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui étaient dans cette attente. On a été vraiment très surpris d'avoir autant de donateurs en si peu de temps. Et c'est vrai qu'on s'est dit, le fonds existe. Et là, ça a vraiment du sens, la mission du fonds. Il rencontre une espèce de public. Mais en fait, en même temps, ça a du sens parce que tu vois, tu peux donner ponctuellement. Street Press, tu vois, fait une campagne ou Médiacité, ils ont besoin d'argent. Mais en donnant au fond de la presse libre, si tant est que vous arriviez à prouver que c'est pérenne, que vous êtes là et que c'est distribué de manière assez juste, c'est une bonne manière de distribuer de manière assez juste. Tu vois, facilement. Tu donnes une fois par an et puis derrière, ça va peut-être servir à 7 médias. Tu l'as dit, 10 médias. Il y a un côté assez pratique et juste. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens qui font même des dons, comme je disais, mensuels. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais et pourquoi on donnerait au fond et pas à des médias directement aux médias, Je lui dis, tout à fait. Je veux dire, on n'a pas le monopole. En revanche, au fond, pour une presse libre, on a ce qu'on appelle un organe qui s'appelle le Conseil stratégique, qui est composé de profils très variés, des professionnels de la presse, qui étudient chaque dossier avec les compétences qu'ils ont et qui arrivent à... Alors déjà, on discute beaucoup pour voir quel dossier on retient, et c'est avec des critères qu'on a décidé ensemble. Tu peux en parler un peu de ces critères? Grosso modo, c'était un peu mon point suivant, mais parce que beaucoup de médias connaissent, il y a eu le FINP, le fonds Google, le DNI, maintenant il y a le FSDP, donc c'est généralement des dossiers qu'on connaît assez bien. C'est quoi un appel à projet du FPL, du Fonds pour la presse libre? C'est de l'innovation, c'est de l'exploitation, c'est de l'investissement, c'est une bourse, c'est une subvention? Alors, pour le 3e appel à projet, on a un petit peu innové. Alors déjà, le soutien aux médias indépendants, ça passe soit par le financement, enfin l'aide pour des projets d'innovation éditoriale. Qui peuvent demander aussi des investissements techniques. Oui, bien sûr. Mais donc, il y a soit les investissements sur des innovations éditoriales. Et pour ça, on va accorder des subventions. Dans le cadre de ce 3e appel à projet, c'est des subventions de 15 000 euros maximum par projet. Et là où on a innové, parce qu'on nous autorise à le faire, c'est 45 000 euros maximum par projet en octroyant des avances remboursables. Et les avances remboursables, ça va être destiné à des projets structurants d'entreprises de presse. J'explique. C'est permettre à un média qui est, on va dire, qui se développe, qui veut structurer son média, de lui permettre de passer un cap. Et donc, ça va au-delà de l'innovation éditoriale. C'est vraiment de l'investissement
techniques, donc refonte d'un outil informatique, ça peut être un recrutement, mais ça dépend dans quel cadre. Si c'est un recrutement pour un projet éditorial, ça se discute, mais ça peut vraiment être très divers et varié, mais vraiment sur le technique. Et pourquoi on propose ces avances remboursables? C'est parce que on s'est rendu compte, et on sait que c'est pas nouveau, que les médias indépendants n'ont pas accès ou ont des difficultés d'accès aux établissements bancaires, aux banques. Ouais. Et ont des difficultés à obtenir des prêts parce qu'on leur demande des garanties, parce qu'on leur demande des cautionnements. Oui, et puis ils ont souvent peu de rentabilité. Voilà. C'est pas des dossiers très sexy pour les banques. Exactement. Et donc nous, on est parti du principe qu'on accordait ces avances remboursables sans demande de garantie, avec une franchise de 2 ans. Donc ça permet aux médias de mettre en place son projet, d'arriver à une peut-être petite rentabilité, petit à petit, et de commencer à rembourser que la 3e et la 4e année. Et pourquoi on a mis l'accent là-dessus? Parce c'est responsabilisant pour les médias, ça leur permet de se projeter, de mettre en place ou de réfléchir à une stratégie. Et en plus, c'est de l'argent qui potentiellement revient au fond et permet de financer d'autres projets à l'avenir. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on veut consolider ce système, cet écosystème de la presse indépendante. Il faudra voir s'ils peuvent vous rembourser. Donc là, pour le moment, vous êtes dans ces phases-là, mais on espère en tout cas. Et est-ce qu'une fois que vous avez donné ces subventions et avances remboursables, vous avez un droit de regard sur la bonne utilisation des fonds, ou est-ce que c'est... ou non, vous faites confiance? Est-ce qu'il y a un rapport à envoyer quand c'est fait? On signe une convention de financement entre le média lauréat et le fonds. Moi, j'assure un suivi. Si c'est un projet sur 1 an, on est 2-3 fois dans l'année en lien. Ouais, des points de rencontre. Voilà, en disant où est-ce que vous en êtes, parce que c'est intéressant aussi pour nos experts pour savoir où est-ce que ça en est. Est-ce que les médias ont des difficultés? Par exemple, d'affiner la doctrine un peu qu'il y a derrière. Exactement, parce que nous, c'est assez récent finalement notre activité. Donc c'est de voir où est-ce que ça bloque, quelles sont les méthodes ça peut être de règlement, de versement. Il y a des médias qui m'ont dit, en fait, nous, c'est compliqué d'avoir 3 versements sur 1 an. Est-ce qu'on peut avoir les 2 premiers versements, les 2 premiers mois, et puis à la fin, avoir... Et on a dit, évidemment, on n'est pas là pour... mettre des obstacles aux médias. On est là pour les aider. Donc, nous, il n'y a vraiment aucun... on a cette souplesse peut-être que des structures, on va dire... l'administration française, on parlait moins. Des GMI, voilà. Du FSDP. Mais nous, on a cette souplesse-là. Ouais. Pour autant, on reste tout à fait professionnel et on veut professionnaliser cette presse indépendante. Ouais. Okay. Voilà. Et on a une troisième, rapidement, on a une troisième modalité de soutien. C'est une entrée au capital des médias. Okay. Alors, évidemment, minoritaire, puisque en ce moment, on parle de concentration des médias. Mais nous, en entrant au capital des médias, c'est un gage d'indépendance. C'est comme si on accordait un peu un label aux médias. On parle de combien de pourcents? Mais ces pourcentages, c'est moins de 10%. Oui. Enfin, vraiment, c'est très faible. Donc ça, c'est l'innovation aussi du 3e appel à projet. Et c'est de vous achetez des parts, quoi. Oui, mais ça veut dire... C'est du cash. Exactement, mais ça veut dire qu'aussi, le fonds s'engage à encourir les risques aussi que pourrait prendre le média. Mais en même temps, en étant un des actionnaires du média, on va dire, et en même temps, on a un peu ce rôle de vigie. On peut voir ce qui se passe au sein du média et éventuellement pas des menaces extérieures, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. S'il y a des gens qui se rapprochent ou des... Prédations. Voilà. Et puis de vous enrichir aussi et de mieux connaître encore l'écosystème, les difficultés attendues pour améliorer votre mission de conseil par ailleurs. Voilà. Et ça, vous l'avez mis en place chez certains médias? Vous êtes entré dans le capital de certains médias? Non, là, c'est tout nouveau. On a lancé notre appel à projet début décembre. Donc, il y a certains médias qui sont venus frapper à la porte du fonds, qui seraient intéressés pour une entrée du fonds dans le capital. Mais ça demande des discussions un petit peu plus sur le long terme, parce que ça implique au sein du média des changements de texte. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez le droit au sein de votre structure, de ce fonds de dotation, de prendre des participations comme ça financières? Bien sûr. Parce qu'il peut y avoir des dividendes derrière.
Oui, tout à fait. Mais en l'occurrence, alors déjà, on ne l'a jamais fait, mais nos statuts nous l'autorisent. Et même, ça a été validé par l'administration fiscale. Donc, D'accord. on peut tout à fait le faire. Et c'est prévu dans nos statuts. Il y a vraiment aucun souci là-dessus. Non, c'est très cool. Et pourquoi un média ferait ça, lui? Alors vous, je peux le comprendre. Eux, parce ça les rassure de vous avoir à bord, ou est-ce qu'ils ont besoin un peu de cash à un moment donné, puis ils se disent, tiens, pourquoi pas. En plus, on les aura au board et ce sera des bons conseils, ce sera un peu des mentors. Je pense que c'est un petit peu de tout. C'est-à-dire que nous aussi, on veut créer on va dire dans cet écosystème une image du fonds comme un label. À partir du moment où... c'est ça l'ambition, ouais. Tu t'as déjà dit tout à l'heure un peu le label, quoi. Oui, mais que ce soit du soutien financier par des subventions ou des avances remboursables ou une entrée au capital, c'est que si le fonds aide un média sous ces 3 formes-là, c'est que le fonds croit en le projet, croit à la pérennité de ce système, parce que le fonds veut aider les médias indépendants à vraiment atteindre un modèle économique pérenne. C'est ça l'idée, c'est une viabilité économique pour qu'après, ils puissent vraiment s'inscrire dans ce paysage de l'écosystème de la presse indépendante. Cette indépendance passe par la pérennité. L'indépendance éditoriale, l'indépendance du journalisme passe par cette indépendance financière. Bien sûr. Donc, nous, on a envie d'y participer et un soutien du fonds est comme un label et permet à avoir... Ça est comme un effet de levier, en fait. Ça permet à un média de passer un cap. Pareil, tout simplement, on a eu un de nos premiers lauréats qui s'appelle Revue Far West, qui est un média local à Bordeaux. Ils vont bientôt passer sur Médiarama. Je suis allé leur faire un coucou il n'y a pas longtemps. Je les ai également rencontrés à côté de Mérignac. Exactement. Et on les a soutenus pour leur projet bimédia, le MOOC, qu'ils ont publié. Et en vendant au moins 1 millier d'exemplaires de leur premier MOOC qui s'appelait Courage. Ils ont réussi. Le prix, en fait, le montant de la vente de ce MOOC leur a déjà permis de dépasser leur chiffre d'affaires d'abonnement numérique. Ouais. Donc ça, c'est un cap pour un média parce que ça permet après de se projeter, d'imaginer aussi d'autres projets et surtout d'avoir une assise financière un petit peu plus confortable, on va dire. Oui. Ok, donc c'est très clair. Vous comptez là dans le conseil d'administration donc des journalistes, des personnalités des médias, mais aussi des membres de la société civile. Donc j'ai vu sur le site Stéphanie Chevrier, Michel Brouet qui est mathématicien. Pourquoi ce choix ? Alors pourquoi ce choix ? C'est parce que au sein du conseil d'administration, contrairement au sein du conseil stratégique, on a voulu avoir vraiment divers regards sur la société. Donc Stéphanie Chevrier, qui est éditrice. À la découverte. À la découverte, tout à fait. Pour nous, ça permet... Elle est au cœur, en fait, des nouveautés, de ce qui va sortir, des différentes... les différentes nouveautés, en fait. Les signaux faibles, on va dire. Exactement. Voilà. Michel Brouet, alors dans un domaine tout à fait différent, puisque c'est un professeur, un grand mathématicien, mais qui a toujours été engagé dans les libertés, en fait. La défense des droits, la défense des libertés publiques, des libertés fondamentales. Et comme on sait tous, le droit à l'information est une des libertés fondamentales et un des piliers de la démocratie. Mais on a aussi Dominique Cardon, qui est responsable du Media Lab à Sciences Po. Voilà, c'est assez varié. C'est assez représentatif, en tout cas, à la société, des différents courants, etc. Donc, pas se concentrer justement que sur les médias. Non, d'avoir un peu éviter plus le côté un peu consanguin, de hauteur, on va dire, et d'avoir un regard peut-être plus transversal que juste sur les médias. Très clair. Concentration des médias. Je pense qu'on peut en parler un petit peu. C'est un sujet d'actualité. Alors, c'est pas ma marotte chez Mediarama. C'est en tout cas un sujet de société dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a justement cette actualité importante. Donc là, on enregistre, on est le 3 février. Donc il y a la commission sénatoriale sur la concentration des médias.
Donc on voit défiler tous les grands patrons de presse qui passent tous pour aller un peu raconter où ils en sont, quelles sont leurs ambitions derrière. Vous jouez un rôle là-dedans? Quel rôle joue dans cette commission sénatoriale le Fonds pour la presse libre? Alors, nous, on a été auditionnés le 28 janvier, donc il y a un petit peu moins d'une semaine. Moins d'une semaine, oui. Voilà. On a été très contents, en fait, d'être auditionnés parce que ça permet de montrer que dans le domaine de la concentration des médias, il n'y a pas que les grands patrons, mais il y a aussi des organismes comme le Fonds, comme le SPIL, comme différents autres organes qui ont un rôle à jouer aussi et qui défendent cette pluralité de la presse. Ce qui est assez surprenant. En tout cas, on s'est interrogé. Comme je disais tout à l'heure, on avait initié l'appel des indépendants au mois d'octobre. Et à l'époque, on n'avait eu aucune reprise presse dans la presse nationale. Ce qui était quand même assez surprenant. On commençait à parler de la concentration des médias, mais il n'y avait eu aucune reprise presse, aucune reprise AFP. Vous aviez fait des communiqués de presse, des choses bien formatées, bien sûr, etc. On avait fait au moins 3 communiqués de presse, on avait relancé, ça avait tourné sur les réseaux sociaux, mais au sein des médias indépendants. Oui, dans l'écosystème. Donc, voilà, on n'a eu aucune reprise presse. 2 semaines après, il y a eu la création de cette commission d'enquête sur la concentration des médias et son impact sur la démocratie. Et ce qui est un des signaux qui, pour moi, n'était pas anodin, c'est qu'ils ont créé une commission d'enquête. Une commission d'enquête, ça veut dire qu'une fois qu'on demande à quelqu'un de venir en audition, la personne ne peut pas refuser. Alors qu'une mission d'information parlementaire, c'est différent. Tu n'es pas obligé de venir. Par contre, la commission d'enquête, c'est le cas. Et si on te demande des documents, tu es obligé de les produire. Donc, ça montrait déjà, on va dire, une volonté du Parlement, du Sénat, de faire la lumière ou en tout cas d'aller creuser ce sujet-là. Le choix de ce format montre déjà quand même qu'il y a une espèce de préoccupation un peu sérieuse. Oui. Bon, on espère que ça va donner quelque chose à la fin. Et le fait que le Fonds ait été auditionné, ça montre aussi que le Fonds a toute sa place et tout son sens. Son action a tout son sens dans ce sujet-là. Et c'est vrai qu'on a eu une audition d'1 heure, mais juste en tête-à-tête. Ouais. Donc pour nous, ça a été un moment important pour le Fonds. Oui, alors déjà c'est grâce à ça que je vous ai connu, donc c'est quand même c'est déjà ça, oui, puis c'est quand même une espèce de, avant qu'on parle vraiment du sujet, de reconnaissance en tant qu'acteur qui représente un peu ce monde des médias indépendants. Vous existez officiellement presque. On existe officiellement et j'ai envie de dire sans Mediapart. Alors, on allait peut-être en parler après, mais... pas spécialement, mais... Alors, sans Mediapart, pourquoi je dis ça parce qu'au début, on nous disait, oui, alors, vous êtes le fonds de Mediapart. Voilà, alors que pas du tout. On a été créé sur la volonté, parce qu'il y avait une crise de l'indépendance des médias et du coup, un impact sur la qualité de l'information qui était donnée aux citoyens, mais on est totalement indépendant de Mediapart. Oui. On n'est pas du tout dans les instances de Mediapart, on n'a aucune influence sur le choix éditorial du journal. Très clairement, c'est le Fonds et Mediapart. Et du coup, le Fonds est considéré vraiment en tant que tel, en tant que structure. Voilà, on a... Et juste, je tenais à le souligner s'il y avait encore, en tout cas, des interrogations. Eh bien, écoute, c'est très clair. Évidemment, la concentration des médias, elle nuit aux médias en général. Est-ce qu'il y a une position officielle du FPL sur ce sujet-là? Alors après, on pourrait prendre dans le détail ce qu'a dit. Donc, c'est François Bonnet, pour vous, le président du Fonds pour la presse libre, qui a été auditionné la semaine dernière. Donc forcément, tu as suivi ça de assez près. J'étais dans la salle. Tu étais dans la salle. J'avais noté les quelques points, dont des points assez intéressants, je trouvais, sur le poids du rôle des journalistes. Je ne sais pas si tu veux revenir un petit peu dessus. Mais j'ai noté quelques points. Doter enfin les sociétés de journalistes d'un véritable statut juridique pour qu'elles puissent aller en justice, donner aux journalistes un droit sur la nomination et la révocation des responsables de rédaction, décider de la présence de journalistes au conseil d'administration des entreprises de presse, créer 2 nouveaux délits de presse comme le demande le collectif Informer n'est pas un délit, celui de trafic d'influence et celui de censure, et enfin annexer au contrat de travail des journalistes le texte de référence de la Charte de Munich qui définit les droits et les devoirs des journalistes. Il y a un sujet autour de l'indépendance des journalistes, même au sein même des rédactions ?
Alors oui, il y a un sujet. Alors moi, c'est vrai que les médias que je côtoie, ce sont des Tu... médias, on va dire, indépendants. Ouais, Donc, tu dois pas le voilà. voir, ça. Tu dois Mais pas le c'est vivre. vrai que dans le cadre de ce sujet de la concentration des médias, quand on parle de concentration de médias, ça fait tout de suite appel à des grands financiers qui contrôlent des médias, alors via des groupes, via des différentes sociétés. Mais ce sont des personnes qui n'ont pas de lien direct avec la presse. Eux, ils sont spécialisés dans le luxe, dans la finance, dans la banque, dans l'industrie. Et c'est vrai que de considérer, mais vraiment considérer les journalistes en tant que tels, c'est important. Il faut qu'il y ait des journalistes qui soient représentés dans les organes de direction de ces médias-là, parce que sinon, on va pas prendre en compte en fait les différentes préoccupations des journalistes. Je suis sûre qu'il y a des grands patrons qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de rédaction, par exemple. Probablement. Et c'est peut-être pas si mal que ça qu'ils les laissent faire leur travail aussi. Tu vois, Aussi. on peut aussi le Tout voir à comme fait. ça. Le moins Tout à fait. d'interventionnisme Oui. possible, c'est pas mal. Après, je pense qu'il faut aussi distinguer les médias d'information. Parce que tu vois, je suis pas sûr que quand il y a, on va dire par exemple, des presses magazines, lifestyle, etc., c'est peut-être moins grave. C'est vraiment la presse d'information. Le sujet, c'est vraiment sur la presse d'information où il y a un problème un danger à ce qu'il y ait une concentration. Non ? Oui, c'est vrai, parce que le traitement de l'information, là actuellement, il y en a partout, quoi. Avec la révolution numérique, il y en a partout sur le web, et c'est vrai qu'il y a énormément de supports, mais après l'offre de l'information est quand même, on va dire, assez concentré. Et c'est vrai que d'avoir cette concentration de médias et à côté des médias indépendants qui font aussi de l'information, mais qui n'arrivent pas forcément à avoir de visibilité, Ouais, ils n'arrivent pas à émerger. à émerger. Et du coup, il faut aller les chercher ailleurs et par d'autres moyens. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Ouais, Parce qu'il c'est clair. il y a quand même beaucoup de monde qui connaît les médias indépendants, mais il y en a qui connaissent pas et qui sont qui s'informent de manière sur les grands médias mainstream. Et encore une fois, je ne dis pas que les médias mainstream ne sont pas bons. Hein. Il y a des très bons journalistes dans les grands médias. Mais la presse indépendante n'est pas concurrente, en fait, des grands médias. Sauf qu'il faut aussi y avoir accès. Ouais. Et pour ça, il faut laisser la place. Et est-ce que tu penses que le grand public est au courant de cette concentration des médias ? Je ne sais pas si toi, dans le cadre du fonds pour la presse libre, vous parlez du grand public parce que tu vois, il y a une crise de méfiance dans les médias. On l'a bien vu dans l'étude Kantar-Lacroix, ça ne cesse de baisser. Il y a une vraie défiance. Mais est-ce que le public est au courant de ça ? Ou est-ce que c'est juste un problème des médias avec ces grands actionnaires financiers ? Non, je pense que le public, les citoyens et les citoyennes s'en rendent compte de toute façon. Si on a créé aussi cette commission d'enquête et si on en parle actuellement, c'est parce qu'il y a aussi des personnes, le public se rend compte des dangers. Et je pense que les élections présidentielles qui arrivent n'ont fait que conscientiser ce problème-là aussi auprès des gens. Et nous, on l'a très bien vu dans le cadre de notre campagne de financement citoyen. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'attentes, mais qu'il n'y avait pas forcément encore le réveil, ou en tout cas les moyens de ces personnes-là, du public, de le manifester. Ouais, il manque d'initiative, ils ne savent pas comment aider ou ils savent pas comment... Exactement, et c'est pour ça que nous, on s'est rendu compte, alors je vais dire assez humblement, hein, mais quand on nous dit, bah oui, mais vous êtes là, mais merci pour votre travail, et merci d'être là, et continuez, et on vous soutient, on ne s'attendait pas à une telle dynamique. Mais très honnêtement, on savait pas si on allait faire les 100 000 euros. Oui, parce qu'en plus, vous n'avez pas de communauté à la base. On n'a pas de communauté. On a démarré, moi, pour tout vous dire, j'ai commencé mes fonctions une semaine après le début du premier confinement. Ouais. Donc, en termes de prise de fonction, en termes de communication, on n'a pas pu communiquer, mais ça, c'était le contexte général de l'époque. Donc, on n'était pas connus. Et on a commencé petit à petit à faire, à se faire connaître. Et on s'est rendu compte qu'on touchait un sujet où il y avait de l'attente. Et quand on a fait cette campagne, on s'est engagé auprès des contributeurs à organiser un événement public. Et on organise le 17 février prochain
une grande réunion publique à la Bourse du Travail à Paris, changer les médias, l'urgence d'agir. Donc, si certaines personnes sont intéressées, peuvent aller s'inscrire. C'est gratuit. Évidemment, l'inscription est gratuite. Enfin, l'entrée est gratuite, l'inscription en tout cas est nécessaire. Vous pouvez aller sur notre site, vous inscrivez. Et là, on va organiser une réunion publique où plusieurs personnes, dans le cas qui engagés dans le domaine de la presse, des responsables de médias indépendants, des journalistes. On va discuter ce soir-là sur la situation actuelle. Quelles sont les propositions? Comment est-ce qu'on peut changer en fait les médias, le traitement de l'information? La presse indépendante, c'est aussi avoir un autre agenda informatique. Ça existe. Comment construire un autre agenda informatif? Et donc, on donne rendez-vous à tous ceux qui sont intéressés de venir. Et on sait très bien qu'il y a des personnes qui ne pourront pas venir. Qui ne sont pas à Paris. Qui ne sont pas à Paris. Et ça, pour nous, on tient vraiment à cœur à ce que ce soit accessible. Donc, la soirée sera rediffusée en direct sur YouTube. D'accord. Voilà. Top. Écoute, je mettrai les liens, si tu as tout ça, dans les notes de l'épisode qui sortira donc avant le 17. Donc, ça laissera le temps qu'il y ait quelques inscrits. Un autre de vos combats, c'est le bras de fer des médias et Google sur les droits voisins. Est-ce que les choses ont changé depuis des accords trouvés ou pas du tout? Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? Alors, à l'heure actuelle, je ne suis pas certaine que les choses ont changé. Il y a eu donc cette mission d'information sur les droits voisins. Le rapport est sorti dans courant janvier, je crois, donc c'est quand même assez récent. C'est très inquiétant parce que ces grandes plateformes qui utilisent des contenus sans rémunérer forcément les médias qui sont derrière, c'est quand même très problématique. Et c'est pour ça qu'on parle de droits voisins, c'est les droits qui sont attachés aux droits d'auteur. On espère que ça va changer, mais ça touche aussi à... C'est une menace en fait pour le métier de journalisme, et puis parce qu'on touche aussi à la question du journalisme d'intérêt public. Oui. Et ça impacte aussi les petits médias. Vous en parlez avec les petits médias, les médias indépendants, évidemment, les gros. Il y a ce bras de fer, ça signe des deals directement avec Google. Vous, les petits médias, vous n'êtes pas à la table des négociations, vous? Alors, au niveau du fond, non. On n'a pas été interpellés par les médias indépendants, pour le coup. Là-dessus, je ne sais pas. Écoute, on suivra ça. Sur l'horizon un petit peu, quels horizons? Là, tu as parlé donc justement de ce nouvelle aide avec une montée au capital. Comment tu vois ce fonds se développer dans les années à venir? Alors, on veut vraiment en effet développer nos actions. On veut, sans forcément développer les entrées au capital, mais ça reste cette possibilité. On veut vraiment développer cette mission de conseil et d'accompagnement. Oui, tu en parlais au début. Oui, mais on pense que c'est vraiment important parce que les médias nous en parlent. On a eu, par exemple, dans le cadre du dernier appel à projet de l'été dernier, on a 2 médias qu'on n'a pas retenus, mais qui étaient quand même très intéressés pour échanger avec nous parce qu'ils avaient besoin de conseils. Et ça... c'est au-delà de l'aide financière, parce que c'est important, l'aide financière, c'est aussi un peu le nerf de la guerre pour pouvoir... innover en fait dans des technologies. Oui, ne serait-ce qu'avoir un site, exister, acheter du contenu si tout n'est pas produit en interne. Et on se rend compte que tout ça, c'est important. Mais au-delà de ça, ils ont besoin de conseils et d'accompagnement. Monter une entreprise de presse, c'est quand même pas donné à tout le monde. Il y a des c'est une entreprise avant tout. Voilà, et les journalistes, sont journalistes, sont pas forcément... entrepreneur de presse. Ça, c'est vraiment un truc que j'avais vu. J'étais un peu mentor chez Creatis, un incubateur, et je me rendais compte, en fait, des fois, presque la naïveté de certains journalistes. Je le dis, mais sans méchanceté, mais qui se rendent pas compte, en fait, de ce qu'est un modèle économique, d'un business, etc. Quoi, exactement. Et c'est pour ça de loin pour certains. On veut les aider, ce que je disais tout à l'heure, à acquérir un modèle économique, mais viable. On a eu un lauréat qu'on a soutenu pour justement améliorer la newsletter, pour justement mieux gérer encore la relation avec les abonnés. Top. Voilà. Sauf que ça demande, c'est un coût financier, on s'en rend pas compte. Et moi, la première, je m'en rendais pas compte avant d'arriver au fond,
où ils nous ont dit, voilà, on a eu des devis, mais c'est tellement cher qu'on n'a pas les moyens. Sauf qu'ils étaient obligés de le faire parce que sinon, ils passaient 1 à 2 heures parfois par jour juste pour gérer manuellement des dysfonctionnements. Ouais. Sur leur outil technique. Et on se rend compte qu'à côté de ça, ils n'arrivent pas forcément à faire le journalisme qu'ils ont envie de faire. Ouais. Alors que nous, on est convaincus aussi que c'est au sein des médias indépendants que se trouve, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire le vrai journalisme, mais le journaliste un peu du futur, de l'avenir. Les médias indépendants, c'est là où il y a de l'innovation, ça raconte la société, on se reconnaît dedans, en fait. Ouais, c'est ça. Il y avait pas, je cherche sur Internet en même temps, mais... un projet de la maison des médias libres. Si, tout à fait. Oui. Alors là, je t'avoue, je cherche en même temps sur Internet. C'est un projet à Paris. Tu sais où ça en est, ce projet-là ? Alors, je sais que c'est toujours en cours de projet, pour le coup. Ça avait été un petit peu mis en sommeil il y a quelques temps. C'est en train de repartir. Voilà. Peut-être que ça va émerger dans 2, 3, 4 ans. Je trouve que l'idée est assez bonne. C'est de... Ça, tu vois, ça m'a fait penser à ce que tu disais. C'est un peu mutualiser, être ensemble, partager les bonnes pratiques, les moyens peut-être techniques. Exactement. Ce serait un lieu où justement on pourrait avoir cette aide et puis cette animation, en fait, cette fédération un peu de médias indépendants, de presse indépendante, et à la fois une animation et ouverte au public. Je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est d'avoir un lien pour aussi restaurer en fait la confiance et créer un lien plus fort avec les lecteurs. Ouais, il y a un truc à faire. Vous avez déjà réfléchi à la blockchain ? C'est-à-dire ? Parce qu'en fait, je pense c'est un sujet qu'on regarde beaucoup chez Cosa Vostra, mais là, c'est juste un peu, je tripe et je réfléchis à voix haute, mais sur la notion de communauté, tu vois, comme les gens donnent et puis derrière, vous redonnez à des médias, il y a peut-être un truc à faire sur la blockchain autour de on pourrait être membre, tu vois, par exemple, dans je sais pas, vous créeriez une monnaie qui serait une monnaie virtuelle, peut-être du fonds, qui permettrait d'investir dans tous ces médias indépendants et puis de pouvoir décider de certaines choses. Oui. Non, vous êtes. En fait, c'est un peu l'idée, nous, qu'on a quand on reçoit des dons. Alors, je ne sais pas si c'est là-dessus. Je pense qu'il y a peut-être un sujet, une idée à créer. Parce que ce que je disais, c'est que, on n'a pas de locaux. Donc, moi, je suis en télétravail. Je suis la seule salariée. Donc, en fait, la majorité des dons, à part les frais de fonctionnement, mais sont reversés directement aux médias qu'on soutient. Ouais. Donc, dans une transparence totale. Dans une transparence totale. On peut aller sur notre site internet. On a décidé de publier tous les noms des donateurs qui ont fait des dons supérieurs à 5 000 €. Donc, tout est transparent. Tout est accessible sur notre site. On prône la transparence, l'indépendance, donc on se l'applique à nous-mêmes. Ouais. Écoute, non mais c'est très clair. Je creuserai le sujet, c'est un des sujets qui me plaisent beaucoup en ce moment, donc j'essaye de trouver un projet sur lequel on pourrait appliquer ça. Et là, il y a peut-être un truc à créer. Écoute, on a fait le tour. Est-ce que j'espère ne pas avoir oublié de points importants dans la mission du fonds que j'aurais pas évoqué? S'il y a autre chose que tu veux ajouter? Non, je pense que tout a été dit. Pour celles et ceux qui veulent venir à la réunion publique, vous êtes les bienvenus. Ouais. Vraiment, ça va être un beau moment. Le 17 février, t'as dit? Le 17 février, c'est un engagement qu'on a pris vis-à-vis de nos donateurs. Donc voilà, mais les médias indépendants peuvent aussi venir et le suivre en direct sur YouTube. Et puis merci à toi. Écoute, non mais merci, j'étais ravi en plus de mettre un peu en avant cette initiative citoyenne, tu vois, presque, et ce qui m'empêchera pas de recevoir d'autres médias. Comme je le disais, c'est pas ma marotte, mais je trouve vraiment intéressant d'avoir justement cet équilibre dans Mediarama, tu vois, de pouvoir parler un peu de toutes ces initiatives. Je trouve que c'est assez enrichissant. Donc bravo pour ce que tu fais, bravo pour ce que vous faites. À suivre, je mettrai tous les liens du fonds et l'inscription aussi pour cette journée du 17 dans les notes de l'épisode, en espérant que tout ça fasse avancer le grand débat de la presse, des médias et de l'indépendance, pour qu'on ait quand même un beau paysage des médias en France. Ouais. Merci beaucoup. Merci Charlotte et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.